toutes. Bonjour, nous sommes au début du webinaire sur la vaccination du voyageur. La session vient juste d'être lancée et nous attendons quelques minutes que tout le monde soit bien connecté pour pouvoir commencer notre présentation. Oui. Bonjour à tous, nous attendons encore quelques minutes pour démarrer la présentation du webinaire sur la vaccination du voyageur, pour vous laisser le temps de vous connecter. 12h32, on se donne encore une minute. Tu as déjà des aficionados. Ah, 33. Oui, on va attaquer le temps de la présentation. Vas-y. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire de l'URPS consacré à la vaccination du voyageur. Je suis Florence Durupt, pharmacien, secrétaire générale de l'URPS, pharmacien Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis en compagnie du docteur Issartel qui va se présenter, qui va assurer la présentation de ce webinaire. Oui, bonjour à tous, Bertrand Issartel. On tenait à remercier au nom de toute l'équipe, l'URPS et tout particulièrement Florence Durupt de nous avoir sollicité pour ce webinaire sur la vaccination. C'est donc une mission de santé publique qu'on va partager ensemble dès aujourd'hui et encore plus dans les prochains mois. Et dans ce cadre des missions partagées, je trouvais que ça avait du sens de proposer à une de nos infirmières de consultation du voyage, Madeleine Delaguers, de vous présenter finalement son quotidien de la consultation du voyage. Qu'elle maîtrise complètement, puisque nous avons organisé une délégation de tâches déjà depuis 2007, donc depuis de nombreuses années, et que ça fonctionne très bien. Donc, c'était également pour vous montrer que la vaccination la vaccination au sens large et la vaccination du voyage était quelque chose qu'on devait partager pour que le maximum de personnes soient vaccinées et accèdent à cette prévention magnifique. Alors, donc, nous sommes en direct, vous voyez, voilà, du Centre des vaccinations internationales de Villeurbanne, et Madeleine Delaguers est à distance. Je peux peut-être effectivement dire un tout petit mot sur le centre. C'est vrai que j'ai présenté, je n'ai pas dit où on était. Donc, on est l'ancien centre qui était avant à côté de la clinique du Tonkin, historiquement, qu'on avait réouvert en 2005. Et nous sommes maintenant au Centre Léon Blum, en face du Medipôle, dans une structure complètement indépendante. Nous sommes un groupe privé avec 5 infectiologues, dont 3 internistes dans les 5 infectiologues, et maintenant 5 infirmiers de consultation du voyage pour recevoir pour faire des consultations du voyage. Voilà. Alors, ce webinaire s'inscrit donc dans la série que l'URPS vous propose depuis le mois d'octobre. Le prochain donc, sera consacré à la vaccination de la pharmacien, j'y reviendrai. Ça inclut bien sûr, ça s'inscrit dans l'extension des compétences vaccinales du pharmacien, dans les nouvelles missions qui nous sont confiées par le ministère de la Santé. La vaccination chez le pharmacien, c'est une histoire qui dure déjà depuis 2017. À l'automne 2017, nous avons été choisis avec la Nouvelle-Aquitaine pour faire une expérimentation pour vacciner les patients contre la grippe saisonnière. Cette expérimentation devait durer 4 ans. C'était un vrai succès et elle a été généralisée très vite en octobre 2019 et tous les pharmaciens ont pu alors accéder à cette vaccination contre la grippe.
Nouvelle étape hiver 2021 avec le Covid, où nous avons été autorisés à vacciner contre le Covid. Et puis, eh bien, un arrêté d'avril 2022 a fixé la liste des 15 vaccins que nous pouvons désormais administrer chez le patient adulte et le grand adolescent à partir de 16 ans. Il s'agit de vaccins non vivants. Je vous ai mis la liste, vous l'avez sous les yeux. Pour autant, pour l'instant, même si cette liste et cette mission est inscrite au PLFSS, il nous manque encore différents textes de loi pour pouvoir être nous-mêmes prescripteurs de ces vaccins. Donc pour l'instant, nous pouvons les administrer, mais sur prescription médicale uniquement. Pour vous aider à vérifier le schéma vaccinal de votre patient et sa complétude, vous avez différentes sources. Le calendrier des vaccinations et des recommandations vaccinales qui vient d'être actualisé, là, on vient de le récupérer courant avril. Vous avez un outil que vous connaissez tous maintenant qui s'appelle mesvaccins.net et pour lequel l'URPS pharmacien a pris une licence pour tous les pharmaciens de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, vous pouvez accéder gratuitement à cet outil expert qui à la fois vous permet de créer un carnet de vaccination électronique pour vos patients, mais également vérifier un schéma vaccinal ou vous positionner sur une vaccination avec par exemple un oubli de rappel. Je vous renvoie au webinaire qui a eu lieu le 4 avril sur le sujet. Il y a une application qui s'appelle Mentor Pro et voilà, qui nous permet de nous positionner dans un schéma vaccinal incomplet. Et puis enfin, vous avez un site de référence qui s'appelle Vaccin Info Service. Ça n'est pas exhaustif, hein, vous avez de nombreux outils et là nous nous inscrivons aussi dans la semaine européenne de la vaccination et vous pouvez avoir accès à de nombreuses informations ou des supports tels des podcasts. Alors notre sujet d'aujourd'hui, la vaccination du voyageur, effectivement après la pandémie mondiale liée au SARS-CoV-2 et les différentes périodes de confinement, eh bien, on voit que les patients, les gens reprennent les voyages à l'international. Nous, au comptoir, en tant que pharmaciens, nous sommes souvent sollicités dès l'instant où nos patients préparent leur voyage et pour pouvoir les prendre en charge le mieux possible, les orienter le mieux possible. Voilà, on va vous présenter ce webinaire. Vous avez la possibilité de poser vos questions sur le chat pendant toute la durée du webinaire. On consulte bien sûr vos questions et nous y répondrons en fin de présentation. Et là, je passe la parole à Madeleine. Bonjour à tous, je vais juste partager mon écran pour que vous puissiez mieux voir. Hop. Voilà. Alors, du coup, que je reprenne, non, on s'est arrêté. Hop. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vaccination du voyage. C'est un sujet qu'on pratique tous les jours et qui devient de plus important pour vous. Comme disait Florence Durupt, vous êtes vraiment la première barrière, enfin la ligne de front sur la vaccination du voyage. Et donc, vous allez être confrontés de plus en plus avec l'été qui arrive à des personnes qui vous posent des questions au détour de leur achat de produits anti-moustiques, crème solaire, médicaments pour l'altitude, etc. Et donc, je vais essayer aujourd'hui de vous répondre un peu à quelques points. Le premier point qu'on va aborder, c'est l'anamnèse du voyage. C'est les questions à poser à la personne que vous avez en face de vous pour pouvoir établir un recueil d'informations nécessaires pour lui répondre. Le deuxième point qui me semble important, c'est la question du rattrapage vaccinal. Avant de vacciner pour le voyage, il est important de vérifier que la personne que vous avez en face de vous est bien à jour de son calendrier vaccinal français, ce qui n'est pas toujours évident. Je vais aborder les techniques d'injection, de l'intramusculaire et de la sous-cutanée, qui sont les deux techniques utilisées le plus souvent lors de la vaccination. On va refaire un petit point sur la vaccination en pratique. On va faire la différence entre la vaccination obligatoire et les vaccinations recommandées. Et puis ensuite, on va parler des vaccins du voyage, de ceux réalisables du coup, uniquement en établissement agréé par l'ARS, qui est la fièvre jaune, de ceux réalisables également par un médecin, comme la typhoïde, l'encéphalite japonaise et l'encéphalite attique. Et puis, en dernier lieu, ceux réalisables également par vous, sous ordonnance, pour l'hépatite A, l'hépatite B, la méningite ACWY et la rage. Et puis ensuite, on conclura et je vous ai noté un peu les ressources qui sont intéressantes pour vous. Donc, par rapport à l'anamnèse du voyage, les premières informations que vous devez avoir, c'est sur le voyage en lui-même, c'est-à-dire où part la personne, quelles sont ses destinations, combien de temps il voyage, quand est-ce qu'il voyage, pour aborder la question de la saisonnalité,
Dans quel cadre? Est-ce que c'est un voyage professionnel? Est-ce que c'est un voyage touristique? Est-ce que c'est un voyage humanitaire? Et aussi, également, du coup, dans quelles conditions il voyage? Comment il va être hébergé? Est-ce que ça va être chez l'habitant? Est-ce que ça va être à l'hôtel? Quelles sont ses activités prévues? Par exemple, peut-être de la randonnée en altitude, peut-être qu'ils vont faire du sport à risque, peut-être que ça va être simplement de la plage, voilà. Et est-ce qu'ils ont des projets particuliers? Par exemple, s'occuper d'enfants dans des orphelinats ou faire du vélo, de la randonnée. Voilà, donc ça c'est pour faire le point sur les informations sur le voyage, pour vous aider à les informer. Et puis le deuxième point, c'est les informations sur le patient lui-même. Quels sont ses antécédents médicaux? Est-ce qu'il a des allergies à l'œuf, par exemple, colorants, antibiotiques, conservateurs? Est-ce que c'est quelqu'un d'immunodéprimé? Est-ce qu'il a des traitements en cours? Est-ce que c'est une femme enceinte, par exemple? Ou est-ce qu'il y a un parcours de PMA? Et puis ses antécédents personnels. Quelle est sa nationalité? Est-ce qu'il a un pays d'origine autre que la France? Combien de temps il est à séjourner dans ce pays-là? Et puis, du coup, quel âge il a? Petit point, du coup, sur le rattrapage vaccinal. Alors, on va parler des quelques vaccins qui sont importants de vérifier. Le premier va être le vaccin diphtérie, tétanos, polio, éventuellement avec la valence coqueluche, en fonction de l'âge de la personne. Vous devez vérifier que la personne est à jour et donc son vaccin diphtérie, tétanos, polio ou coqueluche doit dater éventuellement des plus ou moins 5 ans par rapport à la date auquel c'est recommandé et le remettre à jour si ce n'est pas le cas. Par rapport à la méningite C, le remettre à jour si c'est une personne qui a moins de 25 ans et qui n'a pas été vaccinée. Pareil pour le papillomavirus qui est remboursé jusqu'à l'âge de 20 ans et recommandé jusqu'à l'âge de 20 ans. Et je vais faire un point particulièrement important dans la vaccination du voyage, qui est la vaccination rougeole, oreillon, rubéole. Il y a beaucoup d'épidémies de rougeole et de plus en plus dans les pays en voie de développement. Donc ça, c'est un point important à vérifier. Une personne qui est née à partir de 1980 doit avoir reçu 2 doses de vaccin rougeole, oreillon, rubéole, quels que soient ses antécédents médicaux par rapport à une de ses valences, est-ce qu'il a déjà eu la maladie ou non. Tant qu'il est né à partir de 1980, il doit y avoir 2 doses de ces vaccins rougeole, oreillon, rubéole sur son carnet. Voilà. Donc ça va être vos premiers points qu'on mettre à jour. Je ne vais pas parler de la population particulièrement à risque parce que c'est un vaste sujet et puis ça comporte notamment les vaccins du voyage dont je vais aborder le sujet un peu plus tard. La vaccination en pratique. Alors, on pose souvent la question de savoir combien de vaccins vous pouvez effectuer en même temps et lesquels sont compatibles ensemble et lesquels ne sont pas. Alors, il faut savoir qu'en pratique, il n'y a pas de limite au nombre d'injections d'antigènes que vous pouvez faire. La seule limite va être les sites en fait, sur lesquels vous pouvez vacciner. Et au bout d'un moment, quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Vous pouvez effectuer plusieurs vaccins inactivés en même temps. Vous pouvez effectuer en même temps un vaccin inactivé ainsi qu'un vaccin vivant, que ce soit le même jour ou à n'importe quel intervalle. Et vous pouvez en plus effectuer plusieurs vaccins vivants en même temps. Mais il faut savoir que dans les recommandations, c'est de les faire soit le même jour, soit à un mois d'intervalle pour leur permettre une meilleure efficacité. Il faut connaître que dans la vaccination, par contre, il est plus important de vacciner la personne, même si ces délais ne sont pas respectés, plutôt que de l'envoyer en voyage sans qu'elle soit protégée. Voilà. Les vaccins sont interchangeables dans la plupart des cas. Le schéma peut être commencé avec une certaine marque de vaccin et puis continuer avec une autre. Ça peut être échangé. Et gros principe de la vaccination, c'est-à-dire qu'on ne reprend jamais un schéma vaccinal à 0 si jamais la personne a oublié. Par exemple, une personne a reçu 2 doses de vaccin de l'hépatite B et a oublié sa 3e dose d'hépatite B. Elle vient vous voir 3, 4, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard. Vous n'est pas recommandé de recommencer à 0. Il faudra repartir là où elle s'est arrêtée. Donc, aucune vaccination n'est perdue. Petit rappel des techniques d'injection. Alors, la première technique d'injection qu'on a dans la vaccination est la plus classique et celle que vous allez faire, c'est celle de l'intramusculaire. Le meilleur lieu pour effectuer une intramusculaire, c'est au niveau du muscle du deltoïde, de l'épaule. Il est nécessaire de choisir une aiguille assez longue pour pouvoir pénétrer dans le muscle. Il faut tendre la peau entre l'index et le pouce et enfoncer l'aiguille d'un mouvement sûr et rapide. Il n'est pas nécessaire d'aspirer pour vérifier s'il y a un peu de sang. Ce n'est pas nécessaire dans le cas de l'intramusculaire. Et il faut injecter rapidement le produit. Le fait d'introduire rapidement l'aiguille et d'injecter rapidement le produit permettra de réduire la douleur.
Et la deuxième technique utilisée dans la vaccination, c'est l'injection en sous-cutanée. Il faut choisir une longueur d'aiguille adaptée selon l'angle que vous utiliserez. Généralement, on utilise un angle à 45 degrés pour l'injection. Il faut pincer la peau entre le pouce et l'index afin d'élever les tissus cutanés. Et puis, enfoncer l'aiguille rapidement et fermement, encore une fois. Relâcher les tissus, pas de nécessité d'aspirer et injecter rapidement. La particularité. Alors, on va peut-être vous poser la question, la différence, et vous l'avez déjà peut-être par rapport à la vaccination en France, il y a une différence entre la vaccination qui est obligatoire et la vaccination qui est recommandée. La vaccination qui est obligatoire, l'objectif, c'est la protection de la collectivité, c'est d'empêcher la propagation internationale des maladies. Dans le cadre du voyage, un certificat de vaccination est requis au passage des frontières. Et ça concerne 2 vaccins. Le vaccin contre la fièvre jaune, et, qui est dans le règlement sanitaire international, et le vaccin anti-méningococcique, qui est demandé lorsque vous avez quelqu'un qui part en pèlerinage à la Mecque. Et dans le cadre des recommandations vaccinales, l'objectif est une protection individuelle contre un risque qui est évalué en fonction de la situation épidémiologique du pays, de son niveau sanitaire, des modalités de séjour, la durée, l'itinéraire et ce qu'ils vont y faire, du statut immunitaire du voyageur et également des facteurs de risque individuels. La première vaccination qu'on va aborder, c'est celle de la fièvre jaune, qui est une vaccination qui peut être faite seulement dans un centre agréé par l'ARS, ce qui est le cas des centres de vaccination internationaux comme le nôtre à Villeurbanne. La fièvre jaune, c'est une fièvre hémorragique qui est due au virus amaril, qui s'y vit en Amérique du Sud et en Afrique. Elle est transmise par une piqûre de moustique de la famille des Aedes ou Hémagococcus, c'est ce qu'on appelle communément le moustique tigre. Vous avez sur la carte des pays qui sont en rouge, ce sont les pays pour lesquels il y a une obligation vaccinale pour pouvoir rentrer sur les territoires, et vous avez des pays en jaune qui sont à circulation du virus amaril, mais la vaccination n'est pas obligatoire, elle est recommandée, avec une exception, lorsque vous passez les frontières, elle devient obligatoire. Voilà. Et vous avez les zones rayées qui sont une zone où la vaccination est généralement non recommandée parce que pays de très faible endémie. La vaccination contre la fièvre jaune, maintenant, a une validité administrative à vie depuis juillet 2016. C'est une vaccination qui reste indispensable dans une région endémique, même en l'absence d'obligation administrative. Le taux de mortalité de cette maladie, si vous la contractez, varie entre 50 et 80%, d'où l'importance de vacciner les personnes qui se rendent dans ces pays. La vaccination contre la fièvre jaune est une vaccination à virus vivant atténué. Elle n'est donc pas sans risque. Je vous ai noté les principales contre-indications à la vaccination. Donc, c'est les personnes qui sont immunodéprimées, les personnes qui sont du coup sous traitement immunosuppresseur, que ce soit parce qu'ils sont sous corticothérapie, bolus, santé métabolique, etc. Les personnes qui sont hypersensibles à la protéine de l'œuf, une hypersensibilité vraie, les personnes ayant un dysfonctionnement du thymus, les enfants de moins de 6 mois, et puis les femmes qui allaitent un enfant de moins de 6 mois. Dans ces cas-là, on peut établir un certificat de contre-indication, soit par le médecin du centre de vaccination international ou par le médecin traitant, qui permettra à la personne de se rendre dans les pays à risque ou dans les pays où c'est obligatoire, malgré le fait qu'elle ne soit pas vaccinée. Le voyage, bien sûr, reste cependant non recommandé. Comme c'est un vaccin à virus vivant atténué, il n'est pas sans risque, on en a parlé. Il y a des effets secondaires possibles. La plupart du temps, c'est ce qu'on appelle un syndrome pseudo-grippal, mais dans le cas du vaccination de la fièvre jaune, il y a une possibilité de réaction neurotrope. Donc, ça reste 4 cas par million de doses, ou viscérotrope, c'est 5 cas par million de doses. La fièvre jaune doit apparaître sur un certificat de vaccination international, comme vous avez sur l'image juste à côté. C'est une vaccination qui est valable à partir du 10e jour après la vaccination. Ça doit être conforme au modèle. Le vaccin doit avoir été approuvé par l'OMS et, encore une fois, ne peut être administré que dans un centre de vaccination agréé. On a parlé du fait que cette vaccination était valable à vie, mais le rappel vaccinal reste recommandé par la Haute Autorité de Santé publique dans le cas des enfants qui ont été vaccinés avant leurs 2 ans, des femmes enceintes qui ont été vaccinées pendant leur grossesse, du coup, des personnes immunodéprimées qui ont déjà été primo-vaccinées et des personnes se rendant où leur vaccin date de plus de 10 ans et qui se rendent dans un pays où il y a une épidémie de fièvre jaune, et les personnes de laboratoire qui, bien sûr, manipulent le virus amaril.
Je vais parler maintenant des vaccinations qui peuvent être faites en centre ou également chez un médecin. La première est la vaccination de la typhoïde. La typhoïde, c'est une infection potentiellement mortelle qui est due à la bactérie Salmonella typhi, donc la salmonelle comme ils l'ont appelée. Elle se propage en général par l'eau ou par les aliments contaminés. Une fois la bactérie ingérée, elle se multiplie et passe dans la circulation sanguine. Le vaccin de la typhoïde, c'est un vaccin polysaccharidique. Il a une efficacité relative entre 50 et 65%, ce qui est honnêtement pas terrible pour un vaccin. Il faut savoir qu'il a une efficacité avant l'âge de 2 ans et il a une hyporéponse à la répétition au niveau des injections. Donc, plus vous le faites, moins il est efficace. Les recommandations de la vaccination de la typhoïde, c'est pour les séjours où l'hygiène est précaire, particulièrement l'Asie du Sud-Est. Ça ne doit pas se substituer aux mesures de précaution habituelles, l'eau, les aliments, le lavage des mains, et une dose de vaccin est effective pour 3 ans. L'encéphalite japonaise. Alors, l'encéphalite japonaise, c'est dû à un flavivirus apparenté au virus de la dengue, de la fièvre jaune ou également le virus du West Nile. C'est transmis du coup par les moustiques. Ce virus cause des lésions inflammatoires des membranes qui enveloppent le cerveau, donc les méninges. La plupart des infections du virus de l'encéphalite japonaise, elles sont bénignes, c'est-à-dire des fièvres ou des céphalées, voire même asymptomatiques. Mais environ une infection sur 250 entraîne une maladie grave. La probabilité pour un voyageur européen qui voyage en zone à risque est de 1 par million par mois de voyage. Ça reste faible. Cependant, lorsqu'il part en séjour dans une zone rurale, et notamment la nuit, et en plus pendant la saison de transmission, la saison des pluies, il passe à un risque pour 5000. Donc, ça devient sensiblement plus élevé. La vaccination contre l'encéphalite japonaise n'est pas systématiquement recommandée. Elle peut être proposée dès l'âge de 2 mois, dans les cas où il y a un séjour en zone endémique avec exposition prolongée dans le milieu extérieur, donc la nuit à la belle étoile, sans moustiquaire, le camping, travail extérieur, cyclisme, randonnée, ou également en cas d'expatriation dans un pays situé dans la zone de circulation du virus. Le vaccin d'encéphalite japonaise, pour l'instant, il n'y en a qu'un, en tout cas en Europe, il s'appelle IXIARO. Le protocole est à 2 doses avec 1 mois d'intervalle qui peut être accéléré pour les adultes en cas de départ imminent à 2 doses à 8 jours d'intervalle. Voilà. Un rappel existe 1 à 2 ans après si le séjour continue, enfin s'il y a un risque qui continue, avec un rappel éventuellement après 10 ans. Petit point sur l'encéphalite attique. L'encéphalite attique, c'est une maladie, comme son nom l'indique, qui est transmise par les tiques. La vaccination va être proposée pour tous les séjours en zone rurale ou forestière, dans une zone d'endémie. Donc, vous voyez bien sur la carte, l'Europe centrale, orientale, septentrionale, l'Asie centrale, le nord de la Chine. Et donc, il y a un côté saisonnal aussi pour ce risque-là, qui est de printemps à l'automne. Pour l'encéphalite attique, il existe 2 vaccins, l'Encépure et le Ticovac. Les 2 ont un protocole simple et puis un protocole accéléré. Si jamais le temps n'est pas, la personne part dans un temps imparti trop court. Il existe des effets secondaires. Alors, je vous ai noté ceux dans la littérature qui sont déclarés comme étant très fréquents. On parle du syndrome pseudo-grippal pour l'Encépure, particulièrement après la primo-vaccination. Et pour le Ticovac, une réaction au site d'injection, notamment douleur. Et maintenant, on va parler du point qui peut-être vous intéresse le plus, des vaccins qui peuvent être administrés également par vous, pharmaciens. Le premier vaccin est le vaccin de l'hépatite A. C'est la première vaccination recommandée lors d'un voyage. L'hépatite A, c'est un virus qui provoque une inflammation au niveau du foie. C'est un virus qui est très résistant au milieu extérieur. De ce fait, le principal mode de transmission, c'est interhumain par voie féco-orale. C'est une vaccination qu'on recommandera dans tous les pays en voie de développement où leur système de retraitement de l'eau n'est pas efficace. Donc, toutes les zones sauf l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale, l'Australie et le Japon. C'est une vaccination qu'on recommandera même la veille du départ, malgré le fait que le vaccin mette 15 jours à être 100% efficace. Encore une fois, dans la vaccination, mieux vaut tard que pas.
Et donc, petite spécificité pour l'hépatite A, comme c'est lié au mauvais système de retraitement de l'eau, c'est une maladie que les gens peuvent avoir attrapée dans leur enfance, éventuellement, en fonction d'où ils viennent et de quand ils sont nés. Donc, les personnes nées avant 1945, même en France où on n'a plus d'hépatite A, peuvent éventuellement avoir déjà contracté la maladie. Les personnes originaires aussi d'une zone d'endémie ou les personnes ayant un antécédent dictère. Dans ces cas-là, préalablement à la vaccination, on leur recommandera une recherche d'anticorps pour vérifier qu'ils ne soient pas déjà immunisés. Il existe plusieurs vaccins pour l'hépatite A. Alors, je vous ai noté quand même les pédiatriques, même si vous n'avez pas l'autorisation de vacciner en pédiatrique, mais c'est important pour pouvoir suivre leur calendrier vaccinal ou pouvoir suivre la vaccination de vos voyageurs. Il existe 2 vaccins pour les enfants, la vaccine 80 et l'Avrix 720. Et pour les adultes, il existe 3 voire 4 vaccins, la vaccine 160, l'Avrix 1440, le Vacta 50, et vous avez également le Tiavax, qui est le vaccin combiné de l'hépatite A avec la typhoïde. Une première dose protège plus ou moins, mais en tout cas, on peut dire au moins jusqu'à 3 ans. Et il y a un rappel recommandé aussi, la durée varie en fonction des valences, mais en tout cas, le rappel important, c'est de recommander une dose de rappel 1 an après pour assurer une protection à vie. Et donc, dans le cas du Tiavax, la revaccination de la typhoïde sera tous les 3 ans si jamais le risque est continu pour la personne. Et pour la valence de l'hépatite A, il faudra refaire une dose de vaccin pour permettre une protection à vie. Donc, je vous ai mis les photos des 3 vaccins. C'est des vaccins qui sont déjà reconstitués quand vous vous ouvrez les emballages. Ils ont déjà tout le nécessaire à l'intérieur. C'est des vaccins qui se font en injection en intramusculaire. Il y a une efficacité à 100% après 15 jours. Au niveau des effets secondaires possibles, la douleur à l'injection peut être présente, notamment plus fréquemment dans l'Avrix 1440 de par l'épaisseur du produit. Sinon, ça reste au niveau fréquence, une sensibilité aussi d'injection, douleur, chaleur, gonflement, et puis éventuellement un peu de fatigue, de céphalée ou d'échymose. La deuxième vaccination, ça va être la vaccination de l'hépatite B, que vous pouvez réaliser vous-même. L'hépatite B, c'est une maladie du foie qui est causée par un virus qui se transmet essentiellement par relation sexuelle ou par contact avec du sang infecté. C'est un vaccin qui fait déjà partie de notre calendrier vaccinal français et notamment obligatoire maintenant pour les tout-petits, avec 3 doses, 2 mois, 4 mois et 11 mois. C'est une maladie qui est extrêmement présente dans les pays en voie de développement, comme vous pouvez voir sur la carte, notamment en Asie du Sud-Est ou en Afrique. Donc, c'est une vaccination qui va être recommandée pour des personnes qui ont des séjours fréquents ou prolongés dans les pays à forte ou moyenne prévalence. Le schéma classique chez l'adulte et l'adolescent de plus de 15 ans, c'est une première dose, un rappel 1 mois après, et puis une 3e dose à 6 mois ou 12 mois après. Et dans le cas de l'hépatite B, il existe un schéma en accéléré, dans le cas de départ imminent, première dose, 7 jours après, 21 jours, et puis un rappel 1 an après pour permettre une protection à vie. Attention, il n'est pas recommandé de faire de protocole court en cas de pénurie de vaccin de l'hépatite B, ce qui a été le cas encore une fois cette année. Par rapport aux infections invasives à méningocoque. Alors, les infections invasives à méningocoque, vous avez les vaccins quadrivalents conjugués pour protéger. La vaccination sera recommandée aux voyageurs qui partent en zone d'endémie, ce qu'on appelle la ceinture méningitique de l'Afrique, qui s'étend du Sénégal jusqu'à l'Éthiopie. Vous avez la zone entourée de rouge, qui est la zone à vraiment un risque très élevé. Et au fur et à mesure que la saison sèche avance, la zone délimitée va s'étendre. Et donc, vous allez avoir toute la partie qui est en orange, qui seront les zones à risque de méningite. Et donc, la recommandation de la vaccination se fait pour une personne qui visite ces zones-là pendant la saison sèche, ou alors une autre zone où il y a une épidémie, si jamais il y a un contact étroit et prolongé avec la population locale. Et pour rappel, la méningite, le principal vecteur, ça sera les enfants. C'est recommandé également aux professionnels de santé qui partent en zone d'endémie ou qui vont être au contact des réfugiés. Et c'est une vaccination, encore une fois, qui est obligatoire pour les pèlerins qui souhaitent se rendre à la Mecque.
Et dans le cas des pèlerins, la vaccination doit apparaître sur le carnet de vaccination international en anglais, donc méningococcal conjugate tetravalent ACWY vaccine, avec marqué validité administrative de 5 ans, ainsi que les étiquettes des vaccins qui doivent être collées dessus. Pour les vaccins à méningocoque conjugué, il existe 2 vaccins, le vaccin du Nimenrix et le vaccin Menveo. Pour les deux, une dose protège pour 5 ans pour les adultes. Ce sont des vaccins qui sont non reconstitués, donc il faudra reconstituer vous-même. C'est des vaccins qui sont en injection en intramusculaire et généralement, il n'y a pas de douleur à l'injection. Les effets secondaires relatés comme très fréquents dans la littérature, c'est l'irritabilité, éventuellement malaise, un peu de douleur, l'érythème et puis éventuellement une induration. Et je vous ai noté une petite spécificité pour Menveo. Attention, il y a 2 étiquettes sur le vaccin du Menveo, une sur le flacon et une sur la seringue, ou alors il peut y avoir 2 flacons. Donc les 2 sont à coller sur les canons. On va faire maintenant un petit point sur la rage. C'est une vaccination que vous pouvez faire aussi vous-même maintenant, sous ordonnance. La vaccination contre la rage est recommandée. Alors, je vais vous montrer juste les zones. Vous voyez sur la carte les zones dans lesquelles il y a le plus de risques. En total, des cas humains, on estime entre 50 et 70 000 cas de rage par an. La première zone à risque, les premières zones à risque, c'est l'Asie qui comptabilise 55% des cas, et puis l'Afrique qui comptabilise 44% des cas. Et puis vous avez le reste du monde. On a environ 15 millions de prophylaxies post-exposition par an, c'est-à-dire de gens qui sont allés dans un centre antirabique ou dans un hôpital pour recevoir la vaccination après exposition. Et majoritairement, ce sont les populations rurales et notamment les enfants qui sont à risque. En France, on administre tous les ans 4000 prophylations post-exposition. Ça correspond à des gens qui reviennent de voyage. En France, vous savez, on est exempt de la rage depuis quelques années. Les seuls cas de rage qu'on a, c'est des gens qui ont importé des animaux de façon illégale, du Maghreb ou de l'Europe de l'Est, légèrement plus fréquemment. Mais on administre quand même des prophylaxies en post-exposition pour des gens qui sont à risque ou qui reviennent de voyage. La rage, c'est une maladie virale qui est transmise par la salive d'un animal enragé. S'il vous mord, il griffe, s'il y a un léchage sur plaie ou également sur les muqueuses. La rage humaine, il faut le savoir, lorsqu'elle est déclarée, c'est-à-dire lorsqu'elle est symptomatique, elle est constamment mortelle. Le temps d'incubation est relativement variable, mais généralement, il est compris entre 1 et 3 mois. Ça permet de mettre en place un traitement post-exposition avant l'arrivée des premiers symptômes. La première des précautions lors d'un voyage, c'est de ne pas s'approcher des animaux, particulièrement les chiens qui, à eux, comptabilisent 99% des cas de rage. Au niveau de la recommandation de la vaccination, on la recommandera pour tout séjour qui va être prolongé ou aventureux et en situation d'isolement, c'est-à-dire que la personne ne va pas avoir la possibilité d'aller consulter sous 24-48 heures pour recevoir justement le traitement post-exposition, et ce, dans des pays à haut risque, et donc tout particulièrement les enfants dès l'âge de la marche, parce que à partir de l'âge de la marche, ils vont pouvoir éventuellement échapper au contrôle parental, et donc les parents ne sont pas forcément au courant d'un risque potentiel, d'un contact avec un animal à risque. Dans la prophylaxie pré-exposition de la rage, il existe 2 vaccins, le vaccin Rabic Pasteur et le vaccin Rabipur. Le protocole de la vaccination contre la rage est en 3 doses, une première dose à J0, une deuxième à J7 et une troisième entre J21 et J28. Il existe un protocole accéléré pour la vaccination de la rage, seulement pour les immunocompétents, soit sous AMM pour le Rabipur, donc en J0, J3, J7, mais également hors AMM, selon le schéma de protocole de l'OMS, qui a été validé depuis 2018 par l'OMS, en 2 doses de vaccin à J0, J7. Voilà. Les rappels seront recommandés seulement pour les catégories de personnes à risque continu et fréquent, par exemple les vétérinaires ou autres. Les vaccins de la rage sont des vaccins qui sont non reconstitués au préalable, donc ce sera à vous de les reconstituer. Le vaccin du Rabipur se fait uniquement en intramusculaire. Le vaccin Rabic Pasteur peut être fait aussi en intradermal, mais ce n'est pas ce que vous ferez vous en pharmacie, mais sachez-le. Pour le vaccin Rabic Pasteur, il nécessite une dilution qui prend du temps et il nécessite également un changement de seringue après reconstitution qui n'est pas fourni dans la boîte. Donc, ça va.
Voilà. Au niveau des effets secondaires les plus fréquents relatés, c'est des céphalées, sensations de vertige, réaction aussi d'injection, éventuellement malaise, fatigue, fièvre, asthénie et éruption cutanée. En post-exposition, alors vous ne faites pas de la post-exposition, c'est les centres antirabiques qui s'en occupent, mais vous devez pouvoir informer vos voyageurs qu'ils aient choisi de se faire vacciner ou non, de quoi faire si jamais ils se font mordre, griffer, lécher sur une plaie ou éventuellement sur les muqueuses. La première chose à faire, c'est le traitement immédiat de la blessure. Afin d'éliminer le virus rabique au maximum, qui est un virus qui est très fragile, il est nécessaire de nettoyer immédiatement au savon, et ce pendant 15 minutes, donc vraiment un nettoyage intensif de la plaie, puis rincer abondamment à l'eau. Ensuite, désinfecter, alors soit avec de l'alcool, soit du désinfectant simple, si vous n'avez pas, ou de la teinture d'iode. Et par la suite, se rendre à l'hôpital pour un suivi en post-exposition. Donc, soit sous 24-48 heures si la personne n'a pas été vaccinée parce que ne rentrait pas dans les recommandations ou ne le souhaitait pas, soit on a plus de temps si jamais la personne est vaccinée, et donc sous 7 à 10 jours. Voilà. Je vous ai noté le tableau de catégories de risques. Il est classé en 3 catégories de risques. Le premier, c'est un faible risque, où il n'y a pas d'exposition même. Le deuxième, le risque, il y a une exposition, et donc dans ces cas-là, il y a une vaccination post-exposition qui entre en place. Et le troisième, c'est une exposition grave, ou dans le cas où la personne n'est pas vaccinée en pré-exposition, il faudra administrer des immunoglobulines et vacciner par la suite. Voilà. Voilà, donc on a fait le tour des vaccins du voyage que vous pourrez faire ou qui sont faits dans le centre ou par des médecins. Vous êtes vraiment la première base, le premier accès aux patients. Et la première cause d'une mauvaise prévention vaccinale pour le voyage, c'est le manque d'informations. Donc vraiment, on compte sur vous. Vous avez toutes les données et on est également disponible pour pouvoir répondre à vos questions ou vous guider sur la vaccination. On a une adresse mail auquel on répond très rapidement à vos mails, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et vous pouvez également orienter tous vos voyageurs soit sur le site, sur nos sites, ou pour prendre rendez-vous, ou pour avoir leurs informations, ou pour savoir où ils en sont. On met à jour régulièrement tout ça. Voilà. Je laisse la parole à Bertrand Isartel, qui voudrait rajouter quelque chose peut-être. Non, merci Madeleine. Non, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Peut-être une petite remarque. C'est vrai que là, on vous a traité la vaccination du voyageur, parce que c'était la thématique, mais ce que tu n'as peut-être pas mis en avant, c'est la démarche de médecine préventive qui est derrière la médecine des voyages. C'est-à-dire qu'on va bien au-delà de la vaccination. On va évoquer avec bien évidemment la prévention antivectorielle, ce qui est la base, et donc le paludisme, mais pas uniquement. On va évoquer toutes les maladies à prévention par les répulsifs qui vont être le Zika, le chikungunya, notamment le Zika dans le contexte, vous savez, des risques liés à la grossesse ou au projet de grossesse. Voilà, on va évoquer également les risques, la question assurantielle, la question sécuritaire, puisque souvent, et puis l'accidentologie de base, parce que les premières causes de rapatriement sanitaire chez les voyageurs, ce n'est pas les maladies infectieuses, c'est l'accident. Et souvent, les voyageurs que nous sommes prennent plus de risques loin de notre maison et loin de notre système de santé qui fonctionne bien, alors que les systèmes de santé locaux ne sont pas forcément à même de prendre en charge des urgences, notamment traumatiques, de bonne qualité, voire des infarctus ou des AVC. Donc, le premier message, c'est de partir en bonne santé, c'est se renseigner sur ce qu'il y a à faire avant et pas préjuger. L'exemple de l'encéphalite, on se dit, je pars pas en zone intertropicale, je vais en Europe et du coup, il n'y a pas de vaccination à faire. Il y a effectivement possiblement des vaccinations et c'est une occasion pour faire le point sur la vaccination du calendrier vaccinal. Et puis, on a la question aussi du mal aigu des montagnes qu'on va évoquer, la question donc assurantielle, j'en ai parlé puisque la plupart des gens se pensent assurés sur les risques d'un point de vue financier pendant leur voyage. En fait, la plupart de nos assurances couvrent peu ou pas longtemps la prise en charge des frais et donc il faut souscrire des assurances supplémentaires. Voilà. Tout ça pour dire que la consultation du voyage, pour nous, c'est minimum 20 minutes.
On rajoute après 10 minutes par personne, mais c'est aussi un moment de discussion, parce que les informations, il y a une question, on va répondre à une question, c'est où trouve-t-on l'information? Donc, sur notre site internet, on a essayé de faire une sélection des sites de référence. Florence vous a parlé de mesvaccins.net, bien évidemment, et dans le cadre avec mesvaccins.net, vous avez aussi une partie sur les vaccinations qui s'appelle mesvoyages.net, qui est un système expert lié aussi qui répond à la question qui est posée sur ce qu'il y a à faire. Mais comme toute information sur Internet, elles sont souvent très générales et les personnes ont besoin d'un avis éclairé et d'un espace de discussion. Et cet espace de discussion, nous, on l'offre dans cette consultation qui prend du temps. Voilà. Simplement, peut-être pour dire aussi que dans les messages importants, c'est de dire aux patients de consulter à leur retour de voyage en cas de fièvre, notamment s'ils partent en zone impaludée. Donc, je pense que le plus gros risque de la vaccination, quelque part chez les pharmaciens que je vois, c'est que les patients partent en se disant bah, c'est bon, on m'a vacciné, je peux partir, et qu'on n'ait pas évoqué, par exemple, le risque du paludisme, et qu'on n'ait pas évoqué éventuellement le risque de la rage qu'on a évoqué, voilà, ou d'autres risques. Donc, la médecine du voyage, ce n'est pas uniquement la vaccination, je pense que c'est le message principal. Voilà, je ne sais pas si tu as d'autres remarques, Florence. Merci à tous les deux, c'était vraiment intéressant. On a quelques questions. Madeleine, je pense qu'il y en a une qui est pour vous par rapport aux bulles d'air. Oui, alors on pioche ou on pioche pas? Oui, c'est ça. Dans le cadre de la vaccination en intramusculaire et sous-cutanée, bien sûr, s'il y a une grosse bulle d'air, il faut en enlever une partie, mais il n'y a pas besoin de vraiment tout enlever et de faire sortir un peu de vaccin, parce que du coup, les vaccins étant déjà généralement, c'est 0,5 millilitres, qui est quelque chose de tout petit. Il n'est pas nécessaire de retirer complètement l'air. Si vous en injectez un peu, il n'y a absolument pas de problème là-dessus. Le risque, c'est le risque, c'est l'embolie gazeuse pour les injections intraveineuses, en sachant que il faut quand même envoyer une bonne quantité d'air pour qu'il y ait un risque. Donc, effectivement, il n'y a pas de risque. J'ai une question par rapport au carnet de vaccination international. Oui. Les carnets de vaccination internationaux, ils peuvent en soi, vous pouvez vous-même les acheter. Ça se trouve sur Amazon, ils en font. Après, ça nécessite une organisation si vous le faites. Il faut juste qu'ils soient conformes à la charte de l'OMS. Donc, généralement, nous, en centre de vaccination, on en a. Parce qu'il y a notre logo dessus, etc. Donc voilà, soit la personne déjà un carnet de vaccination international et vous rajoutez dessus, soit vous ne vous sentez pas à l'aise et vous renvoyez vers un centre de vaccination international pour qu'on fournisse ce carnet, soit vous choisissez de les fournir vous-même, mais c'est rare. On a une question sur les patients sous anticoagulants. Peut-être répondre, du coup, la question a été relativement bien tranchée, je trouve, lors du Covid, puisque ça a été clairement écrit. C'est vrai qu'à un moment donné, on se posait la question, est-ce qu'il faut faire les traitements, les injections sous-cutanées? La réponse vaccinale est moins bonne. Et pour le Covid, il a bien été dit qu'il fallait faire en intramusculaire et comprimer l'endroit injecté pendant 4 minutes pour pour diminuer le risque maximum d'hématome post-injection. Les contre-indications qui persistent, ça va être vraiment uniquement encore les hémophilies non substituées. Sinon, non, il n'y a pas de risque particulier. Le risque lié aux anticoagulants intramusculaires, je pense qu'il est quand même très lié au volume qu'on injecte. Donc, dans les vaccins, c'est des volumes qui sont quand même faibles, même si certains, si vous faites le Thiavax, par exemple, il y a pas mal de volume. Mais sinon, c'est relativement faible, beaucoup plus faible, par exemple, que ce qu'on peut faire sur une extenséline pour la syphilis, où là, c'est un gros volume, donc il y a un risque quand même de délacération des tissus et d'hématomes qui est quand même loin d'être identique. Il y a une question sur où on peut trouver les vaccins recommandés en fonction du pays. Alors, encore une fois, de ce qu'on a vu, je peux vous donner un site qui s'appelle sur l'Institut Pasteur de Lille, qui a une carte qui est très bien faite, qui s'appelle Métis, qui est une carte interactive, mais encore une fois, ça ne prend pas en compte ce que va vous dire le patient, ni la durée du voyage, ni les conditions de voyage, ni les risques particuliers de la personne. Ça vous donnera une idée globale, une idée générale des maladies qui peuvent être trouvées sur place et éventuellement des obligations vaccinales. Après, il faut, sans avoir l'anamnèse du patient et du voyage, ça va être difficile de déterminer une carte ce qui est recommandé ou pas. Après, il y a une question sur le rappel hépatite A avec le Thiavax à 36 mois. C'est un peu ce qu'avait dit Madeleine. Finalement, à partir du moment où on a une deuxième dose d'hépatite A, on considère que l'immunisation est à vie. Donc,
Donc voilà, c'est le même principe. Hein. Ouais. Si la personne partirait en voyage sans avoir sa deuxième dose après ces 36 mois, et ben dans ces cas-là, il ne serait pas bien correctement protégé. Mais à partir du moment où il va faire la dose de rappel, quel que soit le moment, hein, même si c'est 2, 3, 4, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, on partira du principe qu'il est immunisé à vie. Souvent, moi, je leur conseille je leur dis qu'on fera le rappel à l'occasion d'un prochain voyage plutôt. Voilà, il n'y a pas forcément d'urgence à programmer le rappel à 12 mois. Et du coup, ça peut être l'occasion d'une nouvelle consultation pour un nouveau voyage, une nouvelle analyse pour un nouveau voyage. Voilà, à mon avis, c'est largement suffisant. Voilà, parce que je disais, les hémophiles et maladies de Willebrand, je pense qu'il faut se référer. Normalement, c'est quand même des maladies particulières pour lesquelles les malades ont leur consigne. Donc, en fonction de l'intensité de leur déficit et de leur substitution, je pense qu'ils sont en capacité de dire ce qu'on peut leur faire et pas faire. Hein. Donc, on peut se référer ils peuvent se référer à leur médecin référent de leur pathologie. Oui, un vaccin qui est noté injectable en intramusculaire, dans ces cas-là, il peut être exceptionnellement injecté en sous-cutané. Donc, tous ceux qu'on a présentés, ils sont tous en intramusculaire, à part la fièvre jaune, en fait. Hein. Sinon, on les fait tous en intramusculaire. Je crois qu'on a répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres voilà, qui viennent un petit peu plus tard, vous avez toutes les références. Hein, on vous a donné toutes les ressources et toutes les références pour chercher l'information. Je voulais vraiment remercier Bertrand et Madeleine pour leur intervention très intéressante et un bel exemple de collaboration pluriprofessionnelle. Un grand merci à tous les deux et voilà, je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire de l'URPS le 25 mai consacré à la femme enceinte et je vous remercie de votre attention. Au revoir à tous. Un petit mot peut-être, vous savez que maintenant vous pouvez solliciter des téléexpertises aussi. Hein, comme professionnel de santé, tout professionnel de santé peut solliciter une telle expertise, notamment via mon CISRA. Donc, si vous avez des questions particulières sur la vaccination, n'hésitez pas. Et puis, ce que j'ai marqué dans la diapo, c'est que pour répondre aux nouvelles demandes, on a mis en place avec Madeleine une téléconsultation du voyage et du bilan vaccinal qui est accessible à partir de notre site. Donc, s'il y a des patients qui vous posent trop de questions et que vous n'en sortez pas, n'hésitez pas à les renvoyer soit en présentiel, soit en distanciel pour un avis. Alors, juste un dernier petit mot. Comment on vous trouve sur mon CISRA? Vous êtes référencé à quelle adresse? On est référencé à nos noms propres et on est référencé à avis infectiologie Lyon et avis médecine interne Lyon pour la médecine interne. Voilà. Bon, un grand merci. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.